Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 5, épisode 3. Le top 180 à 71. Oh yes, ça continue! Ça cette longue continue. journée, cette longue saison. Une saison, une journée. Une saison, une journée. On est là, épisode 3, GF Top 100. Ça va bien à date. Là, on est encore sur l'adrénaline du début. Là. Une des choses qui m'excite vraiment, en fait, c'est que là, j'ai toute ma liste et je vois les jeux desquels je vais parler. Puis je me dis, j'aimerais tellement parler de ce jeu-là. Puis là, je me dis, ah ben oui, dans une heure, je vais en parler de ce jeu-là. Donc ça me motive vraiment à monter dans la liste. Oui, en effet, ben, surtout qu'on s'en va vers la crème de la crème de plus en plus. À chaque fois, ça va être meilleur, hein, selon ce qu'on a fait, bien entendu. Bon, on a parlé un peu de la méthodologie la dernière fois. On aura la chance de revenir là-dessus, c'est clair. Mais avant toute chose, on aime toujours parler un petit peu de petites choses qui nous excitent. Et en ce moment, on en a déjà parlé, mais là, maintenant, c'est complètement nouveau parce que GF a été absorbé par AutoChess. AutoChess, quel délire! AutoChess, bon, on en a parlé dans des épisodes précédents. C'est un mode de Dota 2, donc un jeu d'ordinateur qui est sorti, un genre de jeu de draft. C'est un jeu vidéo, hein, donc un genre de jeu de repêchage d'unités qu'on va mettre sur le jeu. Bon, on ne rentre pas dans les détails, c'est trop compliqué à expliquer, mais c'est vraiment excitant, en fait. Hein? Oui, absolument. Écoute, t'en parlais, j'étais comme, ouais, je sais, t'avais l'air tellement excité sur ça. OK, on va peut-être l'essayer. Puis, ben, ça prend pas beaucoup de parties avant d'être accro, je te dirais. C'est assez rapide. C'est ça, hein, ça joue sur plusieurs rondes. Tu vas avoir des unités que tu vas mettre en jeu et à chaque tour, tu vas avoir des combats. Et après le combat, tes unités ils reviennent à 100% de la vie. C'est ça un des trucs ils qui est le recommencent fun, là, à chaque ronde. C'est ça, ils reset même si tu as perdu un combat au début de la prochaine ronde, tu as toutes tes unités que tu avais 100% et là, tu vas pouvoir en acheter d'autres. Essayer de les faire évoluer aussi. Il y a un truc du fait que tu as essayé d'avoir des doublons et même des triplés d'une même unité pour qu'elle évolue et donc qu'elle soit meilleure. Donc, quand même une part de hasard qui vient de la mécanique de draft. Oui. Donc, à chaque tour, oui, bon, le petit casino, en fait. Hein? À chaque tour, t'es comme, oh, je veux piger les bonnes choses. C'est ça. Puis là, t'espères avoir les trucs. Puis là, t'as cette petite mécanique de reroll que tu peux payer de l'argent pour avoir une nouvelle sélection. Ouais, et bien entendu, là, tu dis payer de l'argent, mais juste pour rassurer les gens, c'est un jeu dans lequel il n'y a aucun argent réel. En fait, c'est vraiment de l'argent et c'est même pas de l'argent de ton compte. In-game, là. Oui, c'est de l'argent in-game, mais c'est même de l'argent de ta partie. Donc, au début de la partie, tu commences avec 0 et tu bâtis ton économie. À chaque partie, ton économie, vraiment comme un... Il y a beaucoup de similitudes avec un jeu de société, en fait. Peut-être une des seules différences qui fait que c'est vraiment difficile d'adapter ça en jeu de société, c'est le fait qu'il y a un moment où le combat arrive. Donc, les unités se battent entre elles et bougent sur le plateau tout seul. Mais ça, c'est un moment où on fait rien. On fait juste regarder, dans le fond, auto-chess. Donc, on va regarder nos figurines combattre celles d'un autre joueur. Oui, ben exact. Ben, c'est un truc de simulation qui fait que tu n'as aucun contrôle sur le combat. Et la seule contrôle que tu peux avoir sur le combat, ben, forcément, c'est les unités que tu mets en jeu et leur position sur le plateau, grille, sur la grille, quand tu les positionnes. Ça, c'est l'autre truc qui va changer comment tes unités vont agir et qui vont aller attaquer. Mais bon, ça dépend aussi toujours de la formation de l'autre joueur. Mais tu n'as aucun contrôle, puis des fois, bon, tu as des unités qui ont été mal positionnées puis qui n'ont pas le temps de faire leur combo. Fait que là, tu es comme, OK, je vais les protéger un peu plus pour leur laisser un peu plus de temps pour qu'ils puissent activer son pouvoir spécial. Donc, beaucoup de choses qui se passent dans ce petit jeu-là. Les parties sont quand même un petit peu longues. On parle de 45 minutes. Ouais, c'est ce qui est traumatisant pour les gens, là, en fait. Hein? Quand tu leur dis, ah oui, c'est un jeu de téléphone, mais ça va durer 40 minutes une partie, les gens, ils veulent même pas essayer. C'est long, après, t'es rendu que t'en fais 3 chaque soir. Puis là, t'es comme, c'est pas si long, finalement. J'ai le temps pour une dernière. Ouais. Après ça, c'est aussi par élimination. Donc, on est 8 joueurs, 10 joueurs? 8 joueurs. Et on a des points de vie, puis à chaque combat que tu perds, ben, tu vas perdre des points de vie, puis ton but, c'est d'être le dernier joueur en vie. Fait que forcément, si tu vas éliminer
8e, ben, ta partie va être plus courte. Ouais. Mais quand tu es dans les tops, ben, souvent, c'est ça. C'est dans des 45 minutes. Là, puis ça peut s'étendre un petit peu, mais plus la partie avance et plus les unités sont fortes, plus tu vas manger du dégât quand tu vas perdre des combats. Donc, il y a quand même le fait que ça ne peut pas être éternel non plus. Là. Exact. Et il y a aussi tout un concept dans le jeu de synergie. Donc, chaque unité a une race et une classe, si on veut. Donc, on va prendre, mettons, un elfe magicien. Donc, vraiment une race et une classe. Et il y a des synergies entre ces races et ces classes-là. Donc, si tu as 3 unités de type magicien, ben là, ils ont tout un bonus. Si tu as 2 unités de type elfique, ben là, ils ont tout un bonus. Donc, il y a vraiment une espèce de stratégie à faire quand tu vas acheter tes unités. Il y a beaucoup de choix et des choix que tu dois faire rapidement. Tu as à peu près 30 secondes pour faire tes achats à chaque ronde. Tu as 30 secondes, tu fais tes achats, tu fais ton positionnement, le combat se passe, tu commences une autre ronde d'après. Donc, beaucoup d'informations à gérer pour ce qui en fait un jeu profond, en fait, parce que ce pas des informations que tu es obligé de connaître lors de tes premières parties. Tu mets des unités sur le jeu, OK, ça va créer des synergies un peu à droite, à gauche, mais c'est aussi quelque chose avec le temps qui va se raffiner beaucoup dans le style de jeu. Oui, absolument. Et là, on parle d'auto-chess, mais il y a beaucoup de jeux de style auto-chess qui commencent à sortir. Exactement. Là, nous, c'est sûr que moi, personnellement, c'est vraiment le jeu, c'est auto-chess. Hein, je pense que c'est ça, auto-chess mobile, qu'ils vont l'appeler, que j'ai joué beaucoup, mais il y a d'autres versions qui sont sorties, je pense. Oui, ben là, en fait, c'est ça, comme on disait au début, c'est un mode de Dota, mais ceux qui ont créé le mode ont créé leur version mobile et sont en train aussi de créer une version PC desktop qui s'appelle AutoChess. Donc, AutoChess mobile, ça, c'est la version originale, si on veut. Mais là, tout de suite après ça, Valve, qui est quand même une grosse compagnie, on s'entend, ont sorti leur propre version qui s'appelle Underlords, qui est très similaire à celle d'AutoChess. Donc, probablement un peu trop similaire, malheureusement. On se demandait laquelle allait gagner. Je pense que le combat est déjà terminé, malheureusement. Donc, commencez pas nécessairement à jouer à Underlord. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il va y avoir des updates, mais le nombre de joueurs est vraiment faible. Et ça vient surtout du fait que Riot, donc les créateurs de League of Legends, ont sorti leur version de AutoChess qui s'appelle Teamfight Tactics. Et en réalité, en ce moment, ce jeu-là est en train, ce mode de League of Legends est en train de briser tous les chiffres. AutoChess, c'est un nouveau style de jeu, selon moi, qu'on n'avait jamais vu avant. Oui, ça prend des éléments d'un peu partout, mais c'est un nouveau genre de jeu. C'est que le début de ce genre-là. Il va y avoir beaucoup d'itérations. Il y a encore énormément de place à l'innovation, à des nouvelles mécaniques, à des nouvelles choses. Chaque clone et chaque petit jeu qui sort dans ce style-là amène sa part d'innovation. Pour l'instant, c'est même juste des jeux de combat, sauf qu'il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas des jeux de confrontation directe à un certain point. D'ailleurs, il y a plusieurs rondes dans ces jeux-là où on va se battre contre des creeps. Donc, on ne se bat pas contre un autre joueur, on se bat contre un environnement. Est-ce qu'il pourrait avoir éventuellement ça? Donc, on est presque dans le choisi et coche du jeu vidéo. En tout cas, je ne sais pas où ça peut aller, mais ça peut aller très loin, là. Ouais, ben oui, c'est ça. Ben, AutoChess, écoute, gros délire, là. C'est très bon. C'est très bon. Ça vaut la peine de l'essayer. Oui, exactement. Grosse communauté. Les parties se trouvent facilement, rapidement. Vraiment, je trouve que ça s'approche d'un jeu de table. Hein. Ça a le feeling un peu d'un jeu de table. Et nous, on se fait souvent des parties en groupe. Donc, mettons, on est 4 personnes. C'est 8 par partie, mais on est 4 personnes qui sont ensemble physiquement. Là. Et dans le fond, on joue contre 4 autres personnes qui sont un peu n'importe où dans le monde. Donc, ce côté-là est vraiment très intéressant. Une des choses là, qu'on ne réalise pas, c'est qu'on disait on achète des unités et on fait notre deck, si on veut, avec ça. Mais les unités, ils viennent d'un lot qui est limité à l'ensemble des joueurs. Donc, tous les joueurs partagent. Donc, on va aller prendre les unités dans le même lot. Donc, s'il y a 10 fois cette unité-là, si moi j'en achète une, il en reste juste 9 au centre pour les autres joueurs. Donc, il y a tout ça à penser aussi parce que, comme on disait, on veut avoir des combinaisons de même unité pour faire des fusions. Oui, exact. Fait que c'est important de connaître et d'aller regarder ce que les autres joueurs vers quoi ils se buildent, vers quel type de synergie et essayer de contrer leur synergie ou du moins de ne pas rentrer dans des chemins ou de prendre des unités qui sont trop utilisées par les autres joueurs. Sinon, ben, tu vas avoir moins de chances d'aller trouver ces mêmes unités-là. Donc, c'est ça. En gros, ça fait le tour. Hein. Je pense que c'est un bon... AutoChess, allez jeter un coup d'œil là-dessus parce que c'est vraiment, surtout,
c'est excitant de suivre la création d'un nouveau genre, de voir comment les compagnies vont jouer là-dessus. Est-ce que dans 3 ans, Blizzard vont sortir leur auto-chess un peu en retard ou est-ce qu'ils vont surfer sur la vague? Est-ce que des nouvelles compagnies vont apparaître grâce à ce nouveau genre de jeu-là? Mais bon, on est là pour le top 100, JF. Oh Donc yes! on va se lancer sans plus tarder. Le numéro 80 à 71 aujourd'hui. On vous rappelle le concept, une saison en une journée, 100 jeux, 200 jeux, 300 jeux, 30 par épisode, 10 épisodes, 10 semaines, 300 jeux. Pour nous, c'est une journée. Yes! On commence! Numéro 80. Le numéro 80 sur BGG, il s'agit du jeu Kemet, qui est gros jeu de confrontation égyptienne, si on veut. J'ai pas joué, j'ai eu des commentaires très mitigés sur ce jeu-là. Je sais qu'il est quand même très bien coté. Le 80e jeu sur BGG, c'est énorme. J'ai eu des commentaires mitigés. Je sais pas si toi, Jeff, tu as déjà eu la chance d'y jouer. Pas eu la chance d'y jouer, en effet. En plus, c'est un jeu qui commence à dater. Hein, Ouais, c'est 2012. ça, 2012. Moi, ça me surprend quand même de le voir dans ce top-là, parce que c'est pas un jeu qu'on entend beaucoup parler, Non. mais qui a l'air d'être apprécié par ceux qui le jouent et par les gamers. Bon, c'est un Matago aussi. Généralement, ils font quand même des très bons jeux là, pour gamers. Donc, ça ne me surprend pas qu'il peut avoir sa vie un peu en dehors du grand public, si on veut, là, des jeux plus connus ou qu'on parle plus. Mais il y a beaucoup de ces jeux-là hein, qui sont comme des jeux tellement classiques dans des niches qui, forcément, font leur chemin quand même dans les top 100 comme ça. Mais bon, écoute, de le voir là, ça me donne encore envie de le jouer. Il est toujours sur ma liste des jeux que j'aurais voulu essayer, mais que ça donne pas. De plus en plus rare à voir aussi comme jeu. Mais ça a l'air intéressant. Kemet. Mon numéro 80, en fait, il s'agit du jeu The City. The City. Oh ouais. The City, 80. c'est quand même drôle parce que ce jeu-là, hier soir, il était 95e peut-être. Il a jumpé de 15 places en un claquement de doigts. En fait, j'ai réappliqué la technique justement de est-ce qu'il est meilleur que celui au-dessus de lui. Et en fait, il a monté jusqu'à être stoppé à la 80e position. Bien entendu, The City, qui est une espèce de version ultra légère du jeu Race for the Galaxy. En fait, c'est un jeu qui va reprendre une des parties de la mécanique de Race for the Galaxy et va l'implanter dans un petit jeu de cartes ultra sympathique dans lequel on va construire une ville. Particularité du jeu, on paye les cartes qu'on veut construire en cartes. Donc, cette carte-là vaut 4. Ça va nous coûter 4 cartes pour construire cette carte-là. Donc, grosse partie de gestion entre, OK, j'ai ces cartes-là dans ma main, est-ce que je les utilise comme argent ou je les utilise pour les construire? Jeu très rapide. À chaque tour, on va faire plus de points parce qu'à chaque tour, on refait le même nombre de points que la ronde d'avant, plus tous les nouveaux points qu'on a fait. Superbe jeu, en fait. Hein, une partie entre joueurs habitués, ça va durer 10 minutes à peu près. On peut s'en faire 3-4 là, rapidement. On a joué beaucoup à ce jeu-là et je pense on joue peut-être un petit peu moins maintenant, mais c'est pas un jeu qui va disparaître de notre table. Cool. Ben, tu vois, moi, j'ai pas joué assez. Malgré que je le possède, c'est pas un jeu que je sors assez souvent, malheureusement, pour qu'il se retrouve dans mon top 100. Mais ouais, beau petit jeu. C'est clean quand même, là. Mon numéro 80 est un nouveau jeu, tout frais, tout récent. Tout frais sorti du four. Oh oui, exactement. Qui sent le pain d'épices parce que ça s'appelle Gingerbread House. Alors, petit jeu, c'est ça, donc assez récent, dans lequel chacun de nous, on va construire une genre de maison en pain d'épices, si on veut, dans le but d'attirer les différents héros de différents contes, Disney ou autres. À les attirer vers nous dans le but de les capturer et de faire plein de points avec eux. Et belle mécanique dans le sens où on va avoir une grille de 3 par 3 et on va placer des tuiles carrées sur ces cases-là et ça va monter en étage. On va toujours pouvoir faire l'action et chacune des tuiles qu'on va placer, ça va être des types d'actions qu'on va pouvoir faire. Et on va toujours pouvoir faire
une action qui est visible. Donc, même si une case est juste 2 d'épais, puis qu'une autre case, il y a 6 d'épais, ben, je vais pouvoir soit faire l'action de la case la plus haute ou plus basse. Donc, peu importe, tout ce qui est visible, je vais pouvoir faire cette action-là et ensuite placer une nouvelle tuile pour agrandir ma maison. Donc, simple, efficace, rapide. J'aimais bien l'esthétique, j'aimais bien la thématique. C'est un jeu que j'ai pas joué beaucoup. J'ai quand même pu faire 2 parties qui a fait en sorte que, ben oui, je l'aime assez. Je pourrais jouer assez régulièrement pour me dire qu'il est assez quand même élevé dans mon top 100. Et c'est le jeu Gingerbread House. J'ai adoré ce jeu-là, moi aussi, quand on a joué. Par contre, je ne l'ai pas mis dans mon top pour les raisons. J'ai joué juste une fois, dans le fond, pendant une séance. Donc, je n'étais pas trop sûr est-ce qu'il allait rester, est-ce qu'il n'allait pas rester. Il y a plusieurs des jeux que j'ai joué juste une fois qui n'ont pas fait la sélection. Il y a on avait parlé d'ailleurs de nos méthodologies. Là. Ça, c'était un des points de mon côté. C'est que si le jeu, j'y avais joué une fois, la plupart du temps, je ne vais pas le mettre dans mon top, à part quelques exceptions là, qui sont vraiment uniques. Mais Gingerbread House aurait le très grand potentiel là, de monter dans le top. Je me demandais seulement, est-ce que le niveau de rejouabilité, est-ce que c'est toujours excitant de le jouer? Ça, c'était une de mes questions que j'avais quand j'ai le jeu, vu que c'est quand même un petit jeu basé sur une espèce de gimmick à la Candy Crush. Est-ce qu'à un certain point, on se tanne un peu de jouer? Ça, je ne le sais pas, mais j'avais beaucoup aimé. Ouais, en effet, j'imagine que c'est pas nécessairement son gros feature. J'ai pas joué assez pour le savoir. Mais bon, je pense pas que c'est le genre de jeu que tu vas faire 20 parties assez rapprochées. Là. Ouais. Dans le sens que c'est plus un jeu que tu vas sortir de temps en temps puis qui va bien marcher quand tu vas sortir, mais c'est quand même pas. C'est quand même une heure, là, une partie. Là, Ok, environ, c'est quand même long. Je me rappelais. Dans ma tête, ouais. c'est plus comme 20-25 minutes. Non, là. c'est quand même plus long. Fait que c'est aussi. C'est pas le jeu que tu vas sortir si souvent, justement, parce que c'est une heure. Fait que c'est un jeu d'une heure, là. Donc forcément, tu vas jouer peut-être un petit peu moins souvent, mais je pense que tu peux quand même y jouer une vingtaine de parties sur quelques années, puis il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Numéro 79. Et le numéro 79 sur BGG, il s'agit du jeu Dead of Winter. Oh yeah! Dead of Winter, on en a parlé classique. souvent. Puis je sais pas, Jeff, est-ce qu'on va en reparler? Peut-être! OK, dans ce temps-là, on va laisser ça de côté. Donc, Dead of Winter, on en a parlé déjà souvent. Mon numéro 79 à moi, il s'agit du jeu Startups. Startup sorti en 2017, qui est un Hunk Game. Et on sait, Hunk Game, leur force, eux, c'est de prendre une mécanique ou, disons, un espèce de concept de jeu qui est bien connu et l'épurer, le retravailler, l'amener sous un certain point. Startup, c'est quoi? C'est les jeux d'action. Les jeux donc, où on va posséder des actions d'une entreprise. Là. On pourrait dire même les jeux de train. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui appellent ça comme ça. C'est bizarre, là, mais des jeux où on va posséder des actions dans des entreprises et essayer d'avoir des majorités. C'est ça, mais très simple, qu'à 30 minutes une partie, se joue jusqu'à 7 joueurs, c'est juste des cartes et quelques petits jetons. Vraiment, là, ils ont tapé dans le mille. On Game, je sais que je suis un peu vendu à eux. Des fois, je n'aime pas ce qu'ils font, mais je trouve que Startups, en fait, c'est probablement un de leurs meilleurs jeux. C'est pas pour rien non plus qu'il est dans mon top 100. Là, je pense qu'il y en a juste 2 ou 3 de On Game qui sont dans mon top 100. Startups, c'est le premier qu'on voit, mais je l'aime beaucoup. Oui, bon choix. J'ai pas joué assez pour l'avoir mis là, mais je peux comprendre. C'est très souvent leur jeu très efficace. Là, fait que... absolument. Donc, mon numéro 79, un jeu sorti en 2013, et c'est le gros Euro Concordia. Oh! Donc, gros jeu dans la Méditerranée d'échange, on va construire des ports, on va se promener pour récolter des ressources, les vendre. Belle mécanique là, de cartes, les cartes ils ont plusieurs utilités. On a une main de cartes là, identique, si je ne me trompe pas, et quand tu vas l'avoir joué, tu vas la dépenser, tu vas pouvoir la récupérer éventuellement pour reprendre tes cartes en main. Mais c'est un jeu que j'ai pas joué assez souvent pour qu'il soit plus haut dans la liste. À mon avis, il aurait pu être plus haut parce qu'il y a une grande profondeur stratégique, la bonne rejouabilité,
des belles mécaniques, c'est clean. Bon, visuellement, peut-être pas le jeu le plus attirant. Là. Il est palotte un peu, là, comme jeu, un peu dry pour moi. Mais reste qui marche très bien. Là. C'est un des très bons héros. Pour moi, c'est Concordia. Ouais, ben très bon choix. On aura la chance d'y revenir un peu plus tard. Numéro 78. Et le 78e choix sur 78e position sur BGG, c'est un jeu que j'ai vu depuis des années et des années sur BGG, mais que j'ai jamais vu en vrai, j'ai jamais joué. C'est le jeu Chronicle. Et Chronicle, là, c'est Crokinole, excusez-moi. Crokinole. J'ai toujours nommé ça Chronicle, mais c'est un jeu de pichenette avec des petits champignons au centre là, pour faire dévier des billes. Donc, j'ai aucune idée c'est quoi. Je l'ai vu souvent, une espèce de truc où tu vas viser une cible au centre, une espèce de pétanque, de pichenotte. Un peu comme le shuffleboard, mais en rond, genre. Ouais, mais avec des obstacles. T'as comme des petites tiges de métal qui viennent bloquer. Donc, un des rares jeux de dextérité pure, là, sans thème, à se retrouver dans le top 100 de BGG. 1876. Donc, d'après moi, c'est un jeu là, qui a une grande histoire derrière aussi. Il doit avoir peut-être un jeu qui est plus populaire aussi dans d'autres parties du monde. Nous, c'est pas un jeu que j'ai vu dans ma jeunesse, en fait. Là. Peut-être qu'il y a des lieux dans le monde où c'est un jeu vraiment plus classique là, à avoir quand on est jeune. Mon numéro 78, c'est le jeu Sid Meier's Civilization A New Dawn. Sorti en 2017. À ne pas confondre là, avec Sid Meier's Civilization normal, qui est The Board Game, ça, qui est le gros jeu de civilisation là, qui émule vraiment le jeu d'ordinateur Civilization 4 particulièrement. Sid Meier's New Dawn, c'est comme un mélange entre Civilization 5 et 6 sur l'ordinateur, mais beaucoup de similitudes avec le 6. Mais c'est un jeu très simple, en fait. J'ai joué une fois ou deux avec toi, JF. Mais pour un jeu de civilisation, c'est ultra simple. C'est surtout un jeu presque de territoire, en fait, où on va placer presque un jeu abstrait même de stratégie, où on va juste construire un territoire. Et si je me souviens bien, une chose qui m'a beaucoup marqué dans ce jeu-là, c'est la gestion des technologies, qui est aussi un peu, si on veut, la gestion des actions qu'on va faire à notre tour. Donc, un système de cartes qui va évoluer devant nous, mais on n'a pas beaucoup d'actions. On a comme 5 tracks de technologie qui va évoluer indépendamment. Jeff, j'imagine de toute façon qu'on aura la chance de revenir là-dessus prochainement? Pas prochainement. OK, c'est bon. Ben là, tu pourras mieux le décrire. Tu vois que c'est le genre de jeu pour moi qui pourrait être beaucoup plus haut, mais que j'ai pas assez joué, mais je me rappelle quand on a joué, on avait bien aimé, on a même joué 2 parties de suite, là, je pense. Là, quand on a ce qui est rare quand tu joues à un jeu de civilisation qui sont généralement des gros jeux, des gros jeux massifs assez longs. En effet, une version peut-être un petit peu plus épurée de ce qu'on connaît là, des jeux de civilisation. Mais écoute, on va reparler parce que moi, oui, je l'aime beaucoup, en effet. Alors, mon numéro 78, c'est un jeu de Fantasy Flight. Je ne l'ai pas joué beaucoup, mais assez pour le mettre dans mon top. Et c'est le jeu Fury of Dracula. Oh, wow! Fury of Dracula, principalement, c'est un jeu à la Mr. X, là, à la Scotland Yard. Donc, on est un contre tous, un Dracula caché en Europe, à quelque part. Et les autres joueurs, nous sommes les inspecteurs qui devons essayer de retrouver la trace de Dracula et de le buter. Jeu très, très, très thématique, comme vous pouvez l'imaginer. On sent l'ambiance, on est là, visuellement très fort. Peut-être que la raison pourquoi je n'y ai pas joué plus souvent et qui n'est pas plus haut sur la liste, c'est que ça reste un Fantasy Flight assez massif, donc assez classique. Là, on est toujours dans beaucoup de règles. On est toujours dans le livre de règlement. Même quand il faut vraiment jouer avec quelqu'un qui connaît très bien le jeu pour que ce soit un peu plus fluide. Mais j'aime tellement ça, ce genre de jeu-là.
un contre tous comme ça ou un joueur caché, puis tu dois essayer de déduire un petit peu son parcours, essayer d'être sur ses traces. C'est le genre de jeu où si on va sur un lieu où Dracula est déjà passé dans les derniers tours, ben là, on va sentir sa trace. Donc, c'est en allant sur des lieux où il a déjà passé qu'on va être en mesure d'essayer de déduire où il se trouve maintenant. Et Dracula, le truc, c'est que c'est pas juste de le retrouver, parce que oui, il est caché, on sait pas trop, à un moment donné, on le trouve, c'est bien le fun, mais si t'es tout seul, puis tu croises, puis là, tu peux pas tournes aller te battre contre tu Dracula. tournes un coin de rue, puis tu te retrouves face à face à Dracula, là, puis t'es tout seul, tu vas te faire littéralement torcher la gueule. Il est puissant? Il est vraiment puissant. C'est pas le genre de jeu où tu peux juste comme arriver puis le trouver, puis t'es comme, ah, il est là. Non, non, il faut que tu le butes, là. Puis c'est pas facile, là. Il est fort, Dracula. Puis nous, on a juste des petits inspecteurs un peu minables, là, tu sais. Ouais, t'es pas Van Helsing. Ben oui, tu pourrais l'être, là, Ok, mais dans le sens que ça reste que on n'est pas très fort face à Dracula. Mais Dracula, c'est quand même... Il se défend bien, donc le but, c'est c'est essayer de pas juste être là tout seul, mais d'être là en groupe, puis de se retrouver au bon moment, puis de le coincer et de le tabasser dans une forme de ruelle sombre. Mais très bon jeu. Écoute, c'est un jeu de longue haleine pour les gens qui aiment bien les jeux très thématiques. Ça marche super bien. Ça, c'est Fury of Dracula. Ah, très cool, très cool. Numéro 77. Et on parlait justement de Fantasy Flight et tout ça. Le numéro 77 sur BGG, il s'agit du jeu Star Wars X-Wing Miniature Game, qui est le gros jeu là, justement de miniature, mais miniature au sens classique du terme, de X-Wing, donc tous les vaisseaux de la série Star Wars qui s'affrontent. Gros jeu où on va concocter notre armée avant de se pointer sur une partie. On arrive avec nos propres figurines, notre propre armée, et on se bat contre d'autres joueurs. Une des grosses particularités, en fait, bien entendu, on sait, Fantasy Flight, surtout avec la franchise de Star Wars, il arrive à créer des systèmes de dés, des systèmes de stats qui sont vraiment uniques et qui permettent souvent de gérer les actions, de gérer la force, de gérer le hasard de toutes les unités. Donc, encore dans ce jeu-là, pas d'exception. Bien entendu, ça peut être un système peut-être un peu plus complexe là, à première vue, mais je pense qu'ils le font très bien. Pas un jeu auquel j'ai vraiment joué. Là. J'ai joué quelques parties de démo là, avec si on veut, les kits de base, mais quand tu vois des grosses parties de X-Wing, c'est toujours excitant, en fait. C'est un très beau jeu à regarder. D'ailleurs, tous les vaisseaux sont à l'échelle. Hein. Fait qu'un gros destroyer, c'est gros sur la carte. Par rapport aux autres, oui. Ah ouais, c'est immense, en fait. Ouais, c'est toujours le genre de jeu impressionnant à voir. Je n'ai pas eu la chance de l'essayer, malheureusement, mais j'aime bien le système de déplacement où, tu sais, déjà, ils ont tous leurs petits socles, là, comme ça, les vaisseaux, tu as l'impression qu'ils volent. Puis, avec les petites règles qui te permettent de dire, OK, tu mets la règle devant le vaisseau, puis là, après ça, tu amènes le vaisseau au bout de la règle, puis c'est comme ça que tu te déplaces. Effectivement, c'est une des innovations du jeu. Au lieu d'avoir une espèce de tape à mesurer ou une petite réglette, là, il y a des déplacements préfaits en fait en carton. Donc, si tu veux que ton vaisseau tourne, là, tu prends tel tournant, ça va te coûter tant de points. Donc, c'est vraiment clean comme tu dis, JF. Mon numéro 77, il s'agit du jeu My Little Sight. Ah ouais? Alors, My Little Sight, on a parlé déjà plusieurs fois à l'émission, qui est l'implémentation light, légère de Sight, si on veut, reprenant les mêmes mécaniques de base, mais en rendant ça vraiment plus simple. J'ai eu la chance d'y rejouer en plus quand même assez récemment. Toujours aussi bon. Pour moi, ce jeu-là a un défaut majeur. Il est un petit peu court. Un petit peu court, alors que Sight, c'est un peu une force pour moi, non? C'est une force, sauf que tu as toujours l'impression qu'il est un petit peu court parce que le jeu laisse, même si c'est un jeu comme quand même familial et tout ça, ça reste que le jeu pardonne très peu. Vu que la partie est courte, que les actions sont que tu ne feras pas beaucoup d'actions dans le jeu, tu rates un ou deux moves, là, ça va être tough de gagner parce que c'est vraiment serré. D'ailleurs, ils disent dans les règles souvent que c'est pas rare que le jeu se termine à égalité. Et effectivement, c'est pas rare parce que c'est très rapide et tu vas jouer des parties très différentes, mais si tu as manqué un ou deux actions, tu as perdu un peu de temps, il y a des bonnes chances que tu sois largué. Ouais. Bon jeu d'optimisation qu'on va peut-être parler plus tard. GF, plein de surprises. Mon numéro 77, c'est le jeu Dream On. Oh, Dream On. Jeu party, mémoire,
coopératif dans lequel nous allons construire un rêve ensemble. Oui. Donc, à chaque tour, à mon tour, dans le fond, je joue une carte de ma main et je vais commencer un bout d'histoire. Et ensuite, le prochain joueur va jouer une carte de sa main, il va continuer le bout d'histoire et ainsi de suite. Le but de créer une histoire, c'est pas tant de créer une histoire en soi, mais c'est plus d'essayer de créer une histoire pour se rappeler des cartes. Parce qu'une fois qu'on va avoir joué un certain nombre de cartes, donc je pense que c'est plus d'une vingtaine, on va prendre le paquet, on va le retourner, donc face cachée, et là, à tour de rôle, on va devoir deviner c'est quoi la carte qui est présente. Donc, la première carte, on se rappelle, l'histoire a commencé comme ça. Ah oui, donc ça, c'était la plage, OK? C'est la plage, cool, on l'a. OK, la deuxième carte, OK, l'histoire est allée dans telle direction, OK, là, c'est le livre. Ah, ça, là, c'est le livre. Puis, on fait cette histoire-là dans le but d'essayer de se rappeler, dans le fond, de se rappeler de toutes les cartes, de la continuité des cartes. Donc, moi, ce que j'aime, c'est que, dans des jeux de mémoire, c'est rare, c'est difficile. Généralement, ça tombe un peu dans des trous, c'est plus pour des jeux pour enfants. Je trouve que ça, c'est un merveilleux jeu de mémoire en équipe coopératif et qui est plutôt créatif, puis qui est vraiment le fun de voir comment les gens ils font des liens entre les différentes cartes, puis vers où ils amènent l'histoire. Un jeu que j'ai beaucoup apprécié, qui marche très bien chez moi, donc Dream On. Absolument. En plus, Dream On, c'est le jeu comme le concept est juste vraiment simple. Tout le monde est triste de ne pas y avoir pensé. Non, c'est bien fait. C'est bien fait. Mm. Ouais, c'est ça. Hein, Dream On. Numéro 76. Sur BGG, le numéro 76, c'est un gros morceau. C'est un classique de chez Classic. Ouais. Il s'agit du jeu Dominion, la mère et le père de tous les deck building games. Dominion, qui a encore des extensions, je pense, qui sortent à ce jour. Emblématique. En fait, j'aurais espéré qu'il soit moins... j'aurais cru qu'il allait être mieux placé dans la liste. Mais il y a eu tellement de jeux de ce style-là qui ont été créés à partir. C'est tellement un genre qui est devenu populaire qu'en réalité, il a été poussé. Il a été poussé de plus en plus loin du top 100. Ouais, il faut dire qu'il y a au moins une autre version de Dominion qui se retrouve plus haut sur la liste. Ah, OK. Parce que faut dire, il y a plein de versions. Le rating, c'est ça, il y a plusieurs versions. Donc, c'est pas, disons, sa position finale, parce que là, c'est vraiment le rating pour le jeu de base seulement. Ouais, OK. Mais je suis d'accord avec toi, là, parce que ça reste encore un jeu tellement classique que ça me surprend qu'il soit pas peut-être un petit peu plus haut là, sur la liste. Bien, moi, mon numéro 76, c'est un jeu qu'on a déjà parlé un petit peu plus tôt. Il s'agit d'un classique aussi, encore une fois, de Martin Wallace, le jeu Automobile. Oh, yes. Donc, je vais juste revenir un petit peu sur ce jeu-là qui est considéré comme vraiment pas beau, effectivement. Mais la particularité vraiment unique de ce jeu, c'est le système de combien de voitures vont être vendues chaque tour dans chaque catégorie. On a les voitures de luxe, on a les voitures abordables et les voitures moyennes de gamme, mais avec les nouveautés aussi. Donc, il y a une chronologie à l'intérieur de chacune des catégories et la demande va varier d'une catégorie à l'autre. En gros, le système de base pour la demande, c'est chaque joueur va mettre un jeton avec un certain chiffre dessus. On va additionner tous ces chiffres-là ensemble. Ça va nous donner la demande complète pour cette catégorie-là. Et plus notre voiture est nouvelle, plus elle est d'une édition récente, plus on va vendre en premier. Mais tout le monde va vendre à tour de rôle. Donc, ça veut dire qu'on ne veut pas produire trop de voitures, mais on ne veut pas en produire pas assez non plus. Et ça, c'est la particularité de ce jeu-là. Sinon, c'est un jeu aussi qui va se jouer en comme 15... Chaque tour est séparé en 15 petites phases très courtes. Donc, à ce tour-là, on fait ça. À cette phase-là, on fait ça. À cette phase-là, on fait ça. À cette phase-là, on fait ça. Et aussi, quand même un jeu historique, hein, malgré tout. C'est un jeu qui se... Tu sais, c'est des vrais... tu fais appel à des personnages historiques pour te donner des bonus. Et c'est des vrais personnages. Les modèles de voitures, c'est... Les modèles aussi de voitures, c'est les vrais. Donc, moi, j'aime beaucoup ce jeu. Malheureusement, comme on avait dit, très difficile de l'amener sur la table. Surtout par le fait qu'il est peut-être un petit peu moins beau qu'il devrait l'être. C'est un bon choix. Alors, mon numéro 76, un jeu de stratégie abstrait, mais magnifique, qui se passe sur une île grecque tout en blanc et en bleu. Et c'est bien sûr le jeu Santorini. Donc, dans
Dans le jeu Santorini, nous allons construire une ville, mais en gros, le but de construire la ville, c'est d'être le premier joueur qui atteint le sommet d'un bâtiment. Et tout simplement, à ton tour, tu vas faire un déplacement et placer une pièce. Donc, un bâtiment, soit un premier, un deuxième, un troisième étage ou un toit. C'est un jeu que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son esthétique, hein, visuellement magnifique. Il faut dire que Roxley, la compagnie d'édition, est quand même assez réputée pour faire du beau visuel. Et le fait aussi que les joueurs ont des pouvoirs personnels de dieu, donc qui rajoute beaucoup de rejouabilité à ce jeu de stratégie abstrait, qui nous fait vraiment penser à un jeu très moderne, même si en théorie, il pourrait n'avoir aucune thématique, puis ça serait la même chose. Mais très, très moderne pour moi comme jeu de stratégie abstraite. Et c'est pour ça qu'il fait partie de mon top, et c'est Santorini. Très bon choix. Je dois avouer qu'il n'est pas dans mon top, même si c'est un jeu que j'apprécie particulièrement. Là, c'est un excellent jeu de stratégie abstrait qui arrive, encore une fois, à une époque, c'est quoi, 2017, où là, on a commencé à avoir une espèce de regain des jeux de stratégie abstrait, mais avec des super beaux visuels, en fait. Ouais. Puis je trouve que Santorini s'appuie très bien là-dedans. Là. C'est un très bon choix. Numéro 75. Et sur BGG, après Dominion, on a juste devant, en fait, un autre classique de chez Classic sorti en 2008, la même année, Pandémie. Alors, la même année, on a la mère et le père de tous les jeux de deck building et la mère et le père de tous les jeux co-op, qui sont deux des plus grosses tendances qui ont été créées en 2008. Une année charnière pour le monde du jeu, en fait. C'est comme si on avait voulu écrire une histoire, elle n'aurait pas été mieux écrite que ça. Ah oui, je pense qu'on... Pandémie. Hein? C'est Pandémie. Tu sais, 75e, tu vois que il est dans le top 100, mais il est quand même loin. Là. Il va être éjecté. Là. Il doit perdre des positions chaque année. Là. Oui, après ça, il y a combien de versions de Pandémie plus haut? Là, on va le découvrir voir ça en même temps que vous. Mais on se doute que Pandémie Legacy est plus haut. Mon numéro 75, il s'agit d'un jeu de Bruno Catala. En fait, je pense que c'est mon premier dans ce palmarès. C'est le jeu Five Tribes. Five Tribes, en fait, qu'on sait qui est un jeu vraiment cool dans lequel on va déplacer des ouvriers pour aller chercher des bonus. Jeu vraiment difficile à expliquer, là, malheureusement, comme ça, pour les gens qui ne le connaissent pas. Jeu qui se passe, en fait, dans c'est quoi, on va dire, le monde des 1001 nuits, avec les génies, Aladdin, toutes ces choses-là, les sultans. Jeu très cool, ça rappelle une espèce de Candy Crush aussi, où on va bouger des couleurs pour faire des combos. J'aime beaucoup ce jeu-là, en fait. Là. Ben oui, c'est un bon choix. Moi, c'est un jeu, on va sûrement en parler un petit peu plus tard, mais un des grands classiques, selon moi, de Bruno Catala. Jeu qui utilise une coupe de mécanique assez clever. Il faut dire que c'est très, très cérébral comme jeu. Très cérébral. Oui, c'est ça, exact. On l'a dit déjà, faut pas jouer avec des gens qui sont paralysés là, de l'analyse. Des analystes paralysés, là, c'est pas recommandé pour vous. Mon numéro 75, un jeu que j'ai originalement joué sous le nom de New York Chase, mais peut-être plus connu sous le nom de Scotland Yard. Et c'est Scotland Yard. Yes! Donc, un petit peu plus tôt, je parlais de Fury of Dracula. New York Chase, Scotland Yard, c'est un peu un des premiers jeux dans ce style-là. Hein, d'un contre tous, un joueur qui se cache dans la ville. Un bandit qui se cache dans la ville, qui essaie de s'enfuir des policiers qui lui courent après. Je trouve que c'est un jeu qui est magnifique, très clean, assez simple. On sent forcément qu'il est bon, qui est un petit peu vieux. Au niveau de ses mécaniques, il y a une couple de trucs que tu dis, on pourrait le mettre à jour un peu, mais ça reste un jeu simple, efficace. Je trouve qu'il est toujours aussi bon. Le problème avec ça, c'est que tout le monde veut être le chassé, oui. Parce que c'est vraiment un gameplay différent. Assez intéressant à essayer d'être de ce côté-là. Fait que c'est dur des fois de décider qui va être la personne chassée, mais vraiment un bon classique. Là. Moi, c'est un jeu que j'aime encore beaucoup aujourd'hui, là, malgré qu'il est un peu vieillot. C'est un jeu qui marche très bien encore. Là. C'est Scotland Yard.
Oui, ben, comme tu l'as bien décrit, on pourra en reparler plus tard, bien entendu. Sauf que seule chose de ce jeu-là, tu disais justement tout le monde veut être le criminel et tout ça. C'est un jeu qui se joue jusqu'à 6 joueurs, mais mes meilleures expériences de New York Chase, c'était 3 joueurs. 3 joueurs et on a souvent fait 3 parties. Donc, on était 3, il y en a 2 qui chassaient, un qui se sauvait. Ouais, le problème à ces joueurs, c'est que tu as 5 joueurs qui font pas grand-chose. Mais qui font la même chose. Fait que, ouais, mais c'est que t'as comme on dit que tu agis un peu moins à cause de ça. Tu as moins de contrôle. Puis... Mais c'est le alpha player qui serait dans l'équipe des détectives. Ça pourrait être. Parce qu'on a joué souvent à 2 joueurs, en fait, à New York Chase. Mais avec comme 4 pions. Un joueur contrôle 4. Ouais, parce qu'au final, c'est que ça revient un peu au même. Ouais, ça revient exactement au même. C'est sûr que je trouvais qu'à 3, c'était intéressant. 2 personnes qui essaient d'en chasser un. Donc, il y a quand même une discussion. Il y a quand même de la stratégie qui se fait. Mais tu contrôles 4 policiers. L'autre est seul, peut se sauver. Ça va aussi plus vite un peu. Ouais. Il y a toute une limitation de tes déplacements aussi qui est bien gérée c'est dans le jeu. Très original. Tu as des billets de bus. En fait, c'est toujours le gag aussi. Là, pourquoi est-ce que. Les policiers se promènent en bus puis en métro. Oui, puis pourquoi surtout est-ce qu'il y en a un nombre limité? C'est sûr que leur nombre est moins limité que celui du criminel, mais quand même. Non, le criminel, c'est infini. Là. Ah, le criminel, c'est infini. Non, le criminel, il est limité. Là, ouais, il est très limité. Là. Emmener, tu peux plus prendre le métro, puis tout le monde le sait. Là, fait que là, tu vas pouvoir te faire attraper. Là. OK, ça se peut. Ça fait longtemps. Non, c'est ça. Mais j'aime bien. On va en reparler. Numéro 74. Et en 74e position sur BGG, on a le jeu Lisboa. Que je ne connais pas. J'ai entendu parler. Bien entendu, c'est le même auteur que Galeris, que Vinos, que CO2. Mais Lisboa, je n'ai pas joué. Ouais, je l'ai vu beaucoup sorti, vraiment dans les cercles gamers. Il a l'air d'être apprécié. Je n'ai pas pu faire l'expérience de ce jeu, moi non plus. Mais ça a l'air très cool. Mon numéro 74, il s'agit du jeu de cartes Blood Ball Team Manager de Card Game. Donc Blood Ball qui est à la base un jeu là, des années 80-90 de football fantastique avec des figurines. Donc un jeu... un peu c'est dans l'univers de Warhammer, en fait. C'est un sport fantastique de football là, où des orques vont jouer contre des démons. Donc un football assez chaotique où on va plus se battre que de faire des points. Et Blood Ball, c'est un jeu qui est sorti en 2011, Team Manager, qui est un jeu de cartes inspiré de ce jeu-là dans le même univers. Donc très, très bien fait, je trouve. Ça rappelle un peu un genre de smash-up. Chaque joueur va avoir sa faction, qui a ses propres particularités. On va recruter entre les semaines des nouveaux joueurs pour notre équipe. J'ai beaucoup aimé, et surtout pour un jeu de cartes. La plupart des jeux de cartes, je les joue qu'à 2 joueurs. Blood Ball, Team Manager, à 4 joueurs, idéal, excellent. C'est très rare de trouver un jeu à 4 joueurs de cartes, que chacun a son deck, le préfet. Il n'y en a pas beaucoup. Non, exact. Puis c'est une belle implémentation de la thématique, là, parce que ça reste Blood Ball est un peu vieux là, au niveau de ses mécaniques. C'est long, c'est lourd. C'est intéressant, mais il y a beaucoup de choses. Puis il est un petit peu peut-être désuet là, maintenant. C'est un jeu de figurines. C'est un jeu de figurines avec plein de règles de déplacement, puis ci, puis ça, puis de roulement de dés. Donc, d'avoir une version plus streamlinée de cartes, elle marche très bien. Moi, c'est pas un jeu que j'ai joué assez là, pour vraiment qu'il fasse partie de mon top, mais je serais willing à refaire des parties de ça, absolument. Ouais, puis les jeux de sport, c'est toujours très pas beaucoup, excitant. hein? Non, ça rappelle un peu baseball highlight. On va être un peu là, dans le même genre. Je sais que c'est quelque chose qu'on aura la chance de reparler là, sans trop d'efforts, mais ça rentre un peu dans cette catégorie-là de bonne vulgarisation d'un sport, si on veut. T'émules pas le sport, tu te sens pas obligé de reprendre tous les codes du sport, mais tu arrives quand même à donner le feeling que tu es en train de jouer au sport. Tu n'utilises pas les mêmes règles. Ouais, je trouve toujours très intelligent comme façon de faire. Là. Alors, mon numéro 74 est ma première entrée, probablement ma seule entrée de Hunger Game dans mon top 16. C'est bien sûr le jeu Deep Sea Adventure. Oh, quelle violence! Deep Sea Adventure, un jeu de plongée sous-marine
extrêmement violent. Hein? C'est vraiment intense, ce jeu-là. Très violent. Prends game, 0 point. C'est comme ces genres de jeux dont on peut finir avec 0 point, puis c'est ça. Tout le monde a 0 point. Oui, parce que c'est un jeu de push your luck où plus on va descendre profond dans l'océan, plus on va ramasser des trésors avec des points, mais plus ça va être difficile de remonter à la surface. Oui. Et plus on est lourd, plus on reste dans le bas. Il y a plusieurs rondes. En fait, il y a 3 rondes dans la partie. Et à chaque ronde, ton but, c'est de descendre, ramasser des trésors, revenir au sous-marin. Si tu ne reviens pas, tu as accumulé 0 points pour cette ronde-ci. Tu essaies de faire mieux à la prochaine. Mais il y a toute une question de aussi plus les autres joueurs reviennent vite, je pense. Mais en fait, c'est que la particularité, c'est qu'on partage toute la même oxygène. La même oxygène, oui, exact. Fait que plus tu transportes de trésors, plus tu vas perdre d'oxygène chaque tour. Mais si toi, tu es allé vraiment bas et que là, quelqu'un qui est vraiment plus haut gaspille tout ton oxygène, ça ferait que toi, tu vas pas avoir le temps de remonter. Il faut vraiment même aller... si tu ramènes juste un trésor. T'sais. Même si tu ramènes... Donc, il faut voyager en groupe. Il y a comme un aspect de semi-coopératif que, théoriquement, dans ce jeu-là, on pourrait tous descendre à le plus bas possible et tous ramener un trésor. Mais c'est jamais arrivé. J'ai jamais vu ça. Ça demande une cohésion dans le groupe. Il y a toujours des gens qui choquent et qui foutent le bordel. Exactement. Fait que pour un petit jeu simple, épuré, c'est tellement efficace. Push your luck, c'est magnifique. C'est vraiment dans... ça, c'est vraiment mon préféré dans le game. Le magnifique jeu Deep Sea Adventure. Bon choix. En fait, tu vois, il n'est pas dans mon top Deep Sea Adventure. Il n'a pas fait mon top 100. C'est vrai. Quoi? Je sens ta détresse. Et là, moi, en plus, quand tu as dit « Oh, c'est violent », je pensais que tu l'avais placé genre dans ton top 20. Là, moi, il était dans les 70. Non, il n'est même pas dedans, en fait. God! Donc, je suis quand même content que tu en parles parce que je voulais quand même en parler. C'est quand même un jeu que je trouve cool. Je trouve qu'il est peut-être, c'est ça, un peu trop violent pour se retrouver là par rapport à d'autres on-game parce que des parties à 0 point, c'est pas rare. Je me demande si ça devrait pas être juste un vrai coop où on essaye d'accumuler le plus de points possible. C'est un jeu d'une violence inouïe. Mais j'adore le jeu. Puis c'est le premier jeu de on-game qu'on a joué, hein, d'ailleurs. Ouais. Et ça a été toute une révélation quand on a découvert cette entreprise-là. Longue vie on-game. Puis là, on va voir qu'est-ce qu'ils vont sortir dans les prochaines années. Numéro 73. Numéro 73 sur BGG, on va retrouver le célèbre Time Stories, sorti en 2015, qui est un des premiers gros jeux narratifs là, de campagne, jouable une fois, qui est sorti. Ça fait quand même un petit bout, ça fait presque 5 ans maintenant. Donc, moi, j'ai jamais joué encore. Je viens tout juste de l'avoir, par contre, dans un échange, donc j'ai hâte d'essayer ça. Ouais. J'ai eu des commentaires semi-mitigés, mais j'ai aussi des gens qui m'ont dit que c'était un des jeux qu'ils ont le plus aimé. Là. Tu vois, moi, je suis dans les haters de ce jeu. Ouais, je sais. C'est pour ça que je sais qu'il est très, très, très apprécié par beaucoup de gens. Puis, c'est un jeu à scénario hein, aussi. Il faut dire que j'ai pas joué tous les scénarios. Là. J'en ai juste joué un, puis ça m'a pas plu particulièrement par cette mécanique de recommencer au début du jeu là, que je trouve qui est pas très intéressante pour moi. Mais tu vois, il est apprécié, top 73 quand même. Hein, il est là. Absolument, il est là. Donc, c'est ça. J'ai hâte de l'essayer. J'ai hâte de voir ce que tu en penses. Parce que je sais aussi c'est qu'il y a beaucoup d'extensions, de scénarios différents. Absolument. Donc, ça doit dépendre vraiment des scénarios aussi puis du groupe. Là. Bien entendu, c'est le genre de jeu qu'il faut jouer avec un groupe puis passer la campagne, sinon on rate un peu l'expérience. Ouais, mais tu peux... c'est pas tant une campagne que de faire une partie. Parce que normalement, une partie, c'est... c'est le scénario 3-4 heures. Là. Fait que soit que tu... fais un 2 heures, tu arrêtes parce que la boîte est faite pour enregistrer où tu es rendu. Oui, exactement. Mais en réalité, tu n'as pas besoin de faire tous les scénarios avec le même groupe. Là. OK. C'est pré-Legacy un peu, ça. Oui, c'est 2015. On est genre dans un genre de Legacy, mais pas exactement destructif. Ouais, tu sais, entre pandémie et risque, mettons. Là. Ouais, c'est ça. On est comme entre ça un peu, où pandémie était sortie, je pense. Je pense que c'est en même temps pas mal que pandémie. Bon, mon numéro 73, et là, c'est un peu bizarre parce que c'est un jeu que j'ai joué 2 fois, mais la dernière fois que j'ai joué, ça doit faire 4 ans. Je me rappelle pas du tout du jeu, en fait. Ah ouais, donc, il est quand même dans mon top 100 parce que je sais que c'est un jeu qui m'avait vraiment impressionné. D'ailleurs, j'ai joué peut-être plus que 2, là. Je dis 2 parties, mais d'ailleurs, la fois où j'ai joué, une des fois où on a joué 2 parties de suite. Puis c'est un jeu qui dure à peu près 2-3 heures.
OK. Donc ça, c'est toujours Ah ouais, impressionnant. quand C'est le jeu City of Iron même. de la compagnie Red Raven, qui est une compagnie qui a été pas exclusivement, mais qui a été pas mal sur Kickstarter dans les débuts. On parle de 2013 pour City of Iron, mais même avant City of Iron, il avait fait un jeu d'espace qui s'appelait Empires of the Void. D'ailleurs, que la deuxième édition est sortie il n'y a pas si longtemps. City of Iron, gros jeu de construction de ville, gestion de ressources, évolution de cartes, pouvoirs spéciaux. Pour de vrai, je dois vous dire, je n'ai vraiment presque aucun souvenir de ce jeu-là. Mais j'avais vraiment des bonnes sensations par rapport à ça. J'avais pas le choix de le mettre. Il est un peu arbitraire dans ma liste en ce moment, mais selon la note que je lui avais donnée aussi à l'époque, là. Ouais, puis ils font des beaux jeux, je trouve aussi. Oui, Hein, ils ont une esthétique esthétiquement, là. particulière. C'est pas le seul jeu, puis souvent tu peux, juste avec le cover, tu es comme, ah, ça c'est Les un reconnaître. jeu, tu peux les reconnaître là, parce que l'esthétique est forte. Il y avait plusieurs mécaniques de gestion de ressources, de deck building léger, hand management. En effet, mais comme toi, pour moi aussi, ça faisait trop longtemps pour que je puisse le mettre dans la liste, mais c'en est un que si j'avais joué plus, il aurait pu être là. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai pas eu le choix de le mettre juste à cause qu'il était trop particulier dans ma Ouais. liste, là. Il était comme là, il était seul. Je me disais, OK, il faut que je le mette. Il y avait beaucoup de choses là-dedans. C'était bien construit. Peut-être un peu trop gros. Il va pas passer à l'histoire, mais quand même, pour moi, il était emblématique, là. Mm. Alors, mon numéro 73, c'est un jeu de gang, un jeu de party. Oh! Ça s'appelle Deception Murder in Hong Kong. Ho, ho, ho! Donc, dans Deception, c'est un jeu qui se joue jusqu'à 12 joueurs. Donc, on peut voir un peu le style. Et en gros, tous les joueurs vont être des genres de détectives. Et notre but, ça va être de trouver qui est le meurtrier alentour de la table. Donc, un des joueurs va être le médecin légiste. Le médecin légiste connaît le meurtrier et connaît les deux cartes, donc qui sont, je pense, le motif du crime et l'arme du crime. Donc, tous les joueurs, on a 8 cartes devant nous. Donc, 4 d'un type, 4 de l'autre type. Et le meurtrier, dans le fond, en début de partie, tout le monde se ferme les yeux et le meurtrier va montrer au médecin légiste c'est lesquelles les deux cartes qu'on doit trouver. Donc, quelle est l'arme du crime et le motif du crime. C'est 2 cartes devant lui, absolument. Et ensuite, le médecin légiste va devoir donner des indices, ne pourra jamais parler, mais va devoir donner des indices aux inspecteurs pour qu'eux retrouvent ces 2 cartes-là. Donc, en plus de s'accuser en nous, parce que forcément, c'est un de nous les traîtres, on doit essayer de trouver des façons créatives pour s'en sortir quand on est le meurtrier, essayer d'amener l'attention vers quelqu'un d'autre. Ça va toujours être 2 cartes devant une personne. Mais l'affaire, c'est que oui, on cherche une personne, mais en réalité, c'est vraiment les 2 cartes qu'on cherche. Donc, contrairement à d'autres jeux où, avec traître, où des fois, être traître, la pression, elle est forte. Et c'est très difficile, les gens qui ont de la misère à mentir ou à se cacher, ça peut être difficile pour ce genre de jeu. Là, je trouve que c'est moins agressif dans le sens que on n'est pas en train de m'accuser moi, on est en train de penser que cette carte-là fit avec les indices que le médecin légiste a donnés. Alors que moi, je peux essayer d'amener la conversation ailleurs, puis justement pointer une autre carte, puis amener l'attention vers un autre joueur. Donc, c'est vraiment ces cartes-là qu'on vise. Donc, oui, c'est le joueur en soi, mais en réalité, c'est vraiment plus... on ne va pas attaquer un joueur, on va plus attaquer ses cartes et suspecter ses cartes devant lui. Jeu que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est intéressant. Malgré tout, je pense qu'il y a des problématiques des fois des parties vont être soit vraiment trop faciles, trop dur, dépendamment des indices et des tuiles d'indices que le médecin légiste a pigé. Mais généralement, sur une partie, c'est assez rapide. On parle d'une 20aine de minutes. Donc, c'est un jeu quand même que tu peux faire plusieurs parties qui jouent en grand gang, en grand groupe, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style aussi. Donc, ça, c'est Deception. Oui, j'ai beaucoup aimé ça aussi. Très bon truc. Il y a un peu de storytelling dans ce jeu-là. On va essayer d'inventer l'histoire. Puis le médecin légiste va aussi essayer de l'inventer en même temps pour nous faire comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, je trouvais ça cool. Effectivement, il n'est pas dans ma liste, mais c'est un bon choix. C'est un bon jeu dans ce genre-là. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à y jouer. Numéro 72. Et sur BGG, on retrouve en 72e position un Stefan Feld, un classique des classiques, Trajan, sorti en 2011. Trajan était longtemps dans ma liste.
Malheureusement, je n'y ai pas joué assez souvent pour le conserver là. Je me rappelle juste que c'était vraiment bon. Plein de façons de faire des points, du Stefan Feld, vraiment dans toute sa beauté, là, avec l'utilisation de la rondelle, l'action, qui est vraiment très emblématique. Ouais. Même chose pour moi. Pas assez joué là, pour qu'il fasse partie de ça, mais très bon jeu. De mon côté, en fait, on reste par contre dans les gros jeux un peu plus euro. C'est un jeu de Uwe Rosenberg et c'est Le Havre standard et pas Le Havre 2 joueurs, qui est pour moi en fait, probablement mon jeu favori de Uwe Rosenberg. Je pense que c'est le dernier, le plus haut dans la liste pour moi, parce que c'est un qui est relativement simple à ton tour, les actions que tu peux faire, donc prendre des ressources, utiliser des bâtiments, peu de variations, mais beaucoup de choix différents, beaucoup de bâtiments différents qui ont chacun leur particularité. Et ça, je trouve ça vraiment le fun. C'est un jeu que je recommande fortement à 3 joueurs pour pas que ce soit trop long. Mais et c'est pas un jeu que j'ai joué énormément, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de stratégies différentes et d'exploration qu'on peut faire, de type de partie, de type de build, là, si on veut, qui peut être fait d'une partie à l'autre. Hey, autant j'adore la version 2 joueurs, autant je n'ai jamais joué à Le Havre. C'est un grand manque là, dans ma culture. Ça a l'air excellent. Ouais, puis c'est un jeu quand même rare de voir. Hein? On voit pas beaucoup de gens qui vont jouer à Le Havre. On voit beaucoup de gens jouer à Agricola, Rolabora, Caverna, Patchwork, mais Le Havre, on le voit un peu moins souvent. Pourtant, peut-être justement parce que peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont essayé à 4 ou 5, puis selon moi, à 4 ou 5, là, c'est un peu trop long. Tu perds vraiment. C'est un jeu à 3 joueurs. Là. C'est presque fait pour être joué à 3 joueurs. Mon numéro 72 est un grand classique du docteur Rainer Knizia. Et c'est un jeu de 1998 de stratégie abstraite, je serais prêt à dire. C'est le jeu Samouraï. Samouraï, qui est un jeu un peu de territoire, conquête de territoire, dans lequel il va y avoir plusieurs villes et les villes vont donner un des 3 totems dans le jeu. Et notre but, ça va être d'accumuler ces totems-là. C'est un jeu quand même que j'ai parlé beaucoup, mais je veux juste reparler un peu de la twist finale, parce que la twist finale, ton but, c'est évidemment d'accumuler les 3 différents totems, mais à la fin de la partie, pour être éligible à la victoire, tu dois être majoritaire sur un de ces 3 totems-là. Donc, il y a les temples. Disons que c'est moi qui ai le plus de temples, je suis éligible à gagner la partie. Même si c'est moi qui ai le plus de totems au total, si j'ai pas une majorité de un des 3 types, je ne suis pas éligible. Et finalement, si j'ai été majoritaire sur les temples, je mets tous les temples de côté et je compte tout le reste de mes totems des 2 autres types. Et ça, c'est mes points. Et le joueur qui a le plus de points l'emporte. Donc, une twist à la Knizia bien... c'est sadique. Bien, oui, vraiment bien. Sadique. Le docteur, il va vous enfoncer ses ongles dans la peau. Donc, un jeu très prenant. Plus tu joues, plus tu vois la profondeur, les stratégies possibles. C'est un jeu où tu vas placer des tuiles sur le plateau qui représentent les unités que tu places. Mais une fois qu'elle est placée, tu ne pourras plus la déplacer. Donc, il y a vraiment une évolution qui se fait jusqu'à la fin. C'est vraiment, vraiment clean. Et il y a eu une nouvelle édition justement de Fantasy Flight il y a quelques années qui est superbe, qui le réactualise et qui rend cette version encore plus magnifique. Donc, Samouraï, je vous recommande fortement. Très cool. Oui, hein, j'ai joué juste une fois avec toi, mais... Ah oui, je me rappelle même plus. Ouais, on était dans Verdun et on avait joué ensemble. Moi, c'était la première fois que je jouais. J'avais bien aimé, mais mes souvenirs sont assez flous là, de cette partie. Ouais, c'est vraiment le genre de jeu je pense plus tu joues, plus tu l'aimes. Ouais. Ça prend plusieurs parties. Là, mais comme tu dis, il y a le côté de stratégie abstrait qui fait que tu joues une partie, tu n'auras pas trop compris pas que tu n'auras pas compris, mais ta stratégie n'aura vraiment pas été optimale. Non, c'est ça, exact. Mais c'est pour ça que plus tu joues, plus tu vois les petites... tu sais à quel point c'est bien ficelé, là, les jeux du docteur, puis tu le sens là, à la longue. Là. Et d'ailleurs, en parlant du docteur, numéro 71 sur BGG, le dernier jeu du jour, Tigre et Euphrate. Alors, presque une honte pour moi. Je n'ai jamais joué à Tigre et Euphrate. J'ai eu ce jeu 2 fois
dans des éditions différentes C'est dans ma vrai, bibliothèque. tu l'as eu, Je tu l'as l'ai jamais eu joué. 2 fois et toutes les fois où je l'ai eu, j'ai lu les règles, j'ai voulu m'apprêter à faire une partie et j'ai jamais pu convaincre les gens. Encore une fois, un jeu d'après moi qui souffre de son visuel. Ouais, vraiment. Très difficile de convaincre les gens de jouer. J'avais lu Vraiment. les règles, ce qui n'était pas si simple et j'ai jamais réussi à le faire jouer, malheureusement. Donc j'ai dû m'en départir pour une 2e fois, mais quand même à 71e sur BGG, ce qui n'est pas rien là, pour le docteur. Mm. Et mon numéro 71 personnel, il s'agit du jeu de rôle Fiasco, sorti en 2009 et qui a gagné pas mal tous les prix de jeux de rôle indépendants. C'est un jeu de rôle sans GM dans lequel on va jouer en fait un film. Un film qui va tourner probablement au fiasco. On pense pas à des films, mettons, comme Snatch ou Fargo, où tous les personnages ont leur histoire, chacun dans leur coin, puis à un certain point, ils se rendent compte qu'ils sont tous reliés, puis tous chient parce qu'ils veulent la même chose, mais ils le savent pas. Puis c'est tout un peu... pas des abrutis, mais c'est tous des gens qui ont pas vraiment pensé à leur plan. Là, ils se retrouvent dans cette situation-là malgré eux. Ils veulent un diamant, mais la mafia russe le veut aussi, puis eux le veulent. Et là, je dis mafia, puis tout ça, c'est comme le thème de base, mais il y a plein de scénarios qui ont été rajoutés à ça par la communauté. En fait, c'est comme un peu le début de la partie. On va faire la configuration avec les scénarios. Puis, on en a autant qui se passent dans l'univers d'Harry Potter que dans l'univers des super-héros. On en a plein de différentes, mais le système pour raconter l'histoire est vraiment le fun, vraiment simple à prendre. C'est pas compliqué, ça demande pas trop d'imagination non plus pour les joueurs pour se mettre en branle. Une partie va durer à peu près 3 heures, 2 heures, 3 heures si c'est bien joué. Trouvé très accessible là, comme jeu de rôle. Ouais, pour moi, il y a trop d'improvisation dans ça pour que je puisse y jouer vraiment plus régulièrement. Mais c'était le fun. J'avais déjà l'expérience qu'on avait eue, c'était quand même le fun. Ouais, je sais que c'est ton genre de jeu, ça. Ouais. Puis en fait, ce qui est fou, c'est que ça met la table pour ce genre de jeu-là dans mon top 100. Mais mon top 100, on va voir plusieurs jeux comme ça dans le prochain épisode. On dirait que celui-là, il mettait la table. Il mettait la table, début, mais il n'était pas dedans. Il est comme, prochain épisode, on va revenir sur ce genre de jeu-là plus en détail. Alors, mon numéro 71, et c'est pas juste un jeu, c'est forcément un peu une collection, c'est la collection Deckscape. Donc, premier jeu un peu de déduction comme ça, de jeu d'enquête qui fait mon top. Et ce ne sera pas le dernier forcément. Pour l'instant, les trois premiers jeux, je les ai essayés et ils annoncent 3 nouveaux scénarios pour la suite. Donc là, évidemment, c'est pas un jeu que je parle. Là, je parle un peu du système d'Escape. Parce que oui, je pourrais parler de Test Time ou de Fate of London, tout ça. Il y en avait certains que j'ai préférés à d'autres, mais en réalité, là, je peux pas faire une note pour chacun. Là, fait que j'ai plus donné la note comme qu'on va voir plus tard pour Unlock. Je donne une note globale un peu pour ce système-là. Donc, Deckscape, qui est un jeu un peu comme le Unlock, le Exit. La grosse différence, c'est que tu ne pourras pas valider ta bonne réponse. Donc, quand tu es devant une énigme, la carte va te demander de dire à voix haute la réponse et ensuite de vérifier la réponse. Et si tu l'as, tant mieux. Si tu ne l'as pas, c'est une encoche à ton dossier. Tu essaies d'avoir le moins d'encoches à ton dossier possible. Mais tu continues d'avancer. Puis ça, c'est un peu l'avantage de ce système-là, c'est que tu ne peux jamais être bloqué pendant 30 minutes devant un indice, devant un énigme que tu n'es pas capable de résoudre parce que forcément, tu vas avoir résolu, tu vas avoir vu la réponse et tu vas avoir continué par la suite. Donc, je trouve que c'est vraiment des beaux systèmes d'escape. Ça valait la peine de les mentionner. J'ai bien hâte de voir les 3 nouveaux scénarios qu'ils nous réservent pour Deckscape. Oui, pour moi, c'est un des meilleurs jeux d'énigmes en boîte d'Escape, un des meilleurs systèmes de jeu. D'ailleurs, je vous recommande fortement Braquage à Venise, qui sort même un peu des sentiers battus. C'est particulier. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de particularités dedans. Et je trouve que qu'est-ce que Deckscape font bien, j'ai pas joué tous les Unlock ni tous les Exit, là, mais ce que Deckscape fait très bien, j'ai trouvé, c'est de permettre de résoudre plusieurs énigmes en parallèle.
Donc, mettons, tu joues à 4 personnes, tout le monde peut un peu travailler sur quelque chose de différent, avoir les énigmes qui sont en place. C'est ça, exact. Que j'ai trouvé des fois dans les autres jeux qu'il y avait plus de moments d'attente où il ne se passait pas grand-chose. Donc, j'aime beaucoup d'Escape pour cette raison-là. Ouais, ben c'est ça. Après ça, en effet, tu sens qu'il y a le système qui te force un petit peu plus à avoir plus de chemins en parallèle. Mais un peu comme dans tous les jeux comme ça, ben, à un certain point, ça revient à une piste, puis après ça se sépare. Mais non, j'aime ça, les grosses cartes. C'est vraiment simple. Avec le peu de matériel, il n'y a pas d'application. Ils font beaucoup de choses. Juste des cartes, hein, juste des cartes. Ouais. Donc, très solide. C'était mon dernier jeu pour cet épisode. Wow! Ben déjà, épisode 3 terminé. Une saison en une journée, 300 jeux en 10 épisodes. Bon, c'est pas exactement vrai parce qu'on a des jeux qui recroisent les listes, mais disons 240 jeux en 10 épisodes. JF, merci beaucoup. Yes, on remercie. Toi, ben oui, c'est une aventure. Là, on est encore frais et c'est le dispo. début encore. Là. On est encore moins que la moitié. Donc, merci à jeux.ca pour la distribution et au Fil Studio pour le matériel qu'ils nous prêtent pour faire ça. JF, on se revoit dans quelques minutes et pour vous à la maison, ben, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.